c'est la plage. Tu comprends? La plage, c'est trop d'énergie, trop de beauté, trop de sensations. J'essaie de contrôler, mais ça déborde. De 3 à 5, ça va t'y faire les très durs, des vagues très rapprochées. Ça montera haut sur la plage et il y aura du ressac. Je veux que tout le monde soit sur ses gardes, ok? J'ai un groupe de nageurs entraînés vers le large. Eddie est déjà en intervention. Vous êtes prêts? On va sortir. Il faut prendre de l'air. Les sauveteurs sont là. Dans la vie, il y a des séries qui ont marqué l'histoire et d'autres qui ont juste laissé une trace de crème solaire sur le petit écran. Alerte à Malibu, c'est cette série qu'on n'a jamais vraiment regardée pour son intrigue, mais qu'on connaît toutes et tous pour ses ralentis, ses maillots de bain rouges et ses corps de rêve. Et pourtant, j'ai décidé de revoir le tout premier épisode. Par pure nostalgie? Non. Par masochisme? Peut-être. Par esprit de sacrifice pour toi? Clairement. Alors, que vaut ce pilote 3 décennies plus tard? Est-ce une pépite kitsch ou un naufrage télévisuel? Alerte à Malibu est une série télévisée américaine diffusée à partir de la toute fin des années 80 et ce jusqu'au début des années 2000. En d'autres termes, il y a une décennie complète qui a connu cette série. Au vu de la qualité de celle-ci, je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que c'est beaucoup trop long. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Mais si tu aimes les chiffres, que l'arithmétique ça te fout la trique et que les numéros ça te fait grimper au rideau, je vais te faire rêver. Car oui, Alerte à Malibu, ce n'est pas moins de 11 saisons, pour un total de 242 épisodes. Sachant qu'un épisode dure environ 45 minutes, il te faudra donc 7 jours, 13 heures et 30 minutes pour regarder l'intégralité de la série, soit 181,5 heures ou 10 890 minutes de bikini, pectoraux et ralentis dramatiques. Et en seconde, on approche des... Mais on s'en fout! Ok, désolé, je sentais qu'il y avait une vibe avec un public de matheux. Pourtant, loin de moi l'idée de penser que seuls les nerds en manque de sexe regardaient Alerte à Malibu pour pimenter leur rêve érotique. Ils n'avaient pas l'apanage du fantasme du maillot de bain rouge. J'en veux pour preuve ma piètre moyenne en mathématiques en seconde qui équivalait au numéro atomique de l'hydrogène. Je n'étais donc pas dans la team des intellos, mais je te dis que sur mon mur, en face de mon lit, trônait un magnifique poster géant de la belle Pamela Anderson dans un saillant monokini grenat. Elle est... Bonne, je sais. Pour une fois, je ne peux qu'aller dans ton sens, mon cher Jean-Clément. Et cerise sur le gâteau, pour une fois que tu as le droit de fantasmer sur une personne du sexe opposé, qui n'est ni ta mère, ni ta sœur, ni ta cousine... Attends, je m'arrête là, mais en fait, pour cette dernière, c'est trop tard, tu l'as déjà fécondée. Tais-toi! Je ne veux pas savoir! Va-t'en, je ne veux plus te voir! Je sais, ils sont chelous, mais à force de les côtoyer, on accepte la situation. On ne la comprend pas, mais on l'accepte. Bref, comme à l'accoutumée, je crois que j'ai encore divagué. Vagué. Donc, revenons à la présentation d'Alerte à Malibu. En France, nous avons pu découvrir la série à partir du mois de janvier de l'année 1991. De quoi réchauffer nos cœurs en cet hiver à la fois rude, glacial, implacable, qui nous a laissé désolation et morosité, avec en prime la naissance du rappeur Gizmo. Non! Et oui, la même année, on perd Yves Montand et on gagne Gizmo. Que veux-tu? La vie est parfois espiègle. Bitch! Ouais, là je te suis, t'as complètement raison. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de 1991 que nous avons pu découvrir les plages de Malibu et surtout les secouristes vêtus de rouge qui couraient au ralenti
pour sauver ces pauvres vacanciers et autres touristes qui étaient malmenés par la rudesse des vagues du Pacifique. Qu'on ait aimé ou non la série, celle-ci a su marquer à jamais l'esprit des téléspectateurs et téléspectatrices de l'époque. Certes, les scénarios étaient aussi recherchés qu'une intrigue dans Spidey et ses amis extraordinaires. Alors ça, ce n'est pas vraiment l'histoire qui est extraordinaire si tu veux mon avis. C'est nul! Pour Alerta Malibu, ça ne volait jamais très haut dans les aventures de nos secouristes. Les intrigues étaient souvent mauvaises. Pourtant, on aimait à se perdre sur cette plage de sable fin ou dans l'écume des vagues. Mais non, en fait, on n'en avait rien à foutre du paysage. On voulait voir des petits culs, des gros boobs et des pectoraux huilés se trémousser sur la plage. Je vais courir avec toi sur cette plage, complètement nu, et lécher le sel de ta peau. On voulait des histoires de cœur, de la chair dénudée, des gros plans sur Pamela et bien sûr sur Mitch. Mitch, c'était le king de la série. Tous les amoureux de K2000 étaient ravis de retrouver notre David Hasselhoff international dans une nouvelle série. Il faut dire qu'il tenait la série à lui tout seul. Bon, avec Pamela Anderson, Yasmine Bliss, Erika Eleniak, Nicole Eggert, Carmen Electra. Chouing, chouing, chapiteau. Ah, le voilà mon quintet de rêve. Avec ça, j'arrête les percussions et je me mets au cuivre de suite, rien que pour leur souffler dans le Désolé, je savais que le terrain serait glissant avec cette série, je le savais pertinemment. Mais, rassure-toi, le casting masculin valait également son pesant de cacahuètes, avec Jason Momoa, Kelly Slater ou encore David Charvet. Oh ta gueule. Et oui, tu peux partir, donc abstiens-toi de chanter cette chanson de merde. Alors on est bien d'accord, c'est cette plastique qui nous faisait revenir chaque semaine, c'était notre rendez-vous du week-end. Pour ma part, je me souviens d'avoir vu pas mal d'épisodes le dimanche soir. La série marquait ainsi la fin du week-end. Elle permettait de prolonger ce moment agréable. Elle était cette petite claque de soleil sur le front avant l'enfer du lundi matin. Près de 25 ans après l'arrêt de la série et plus de 35 ans après la diffusion du premier épisode, soit un total de... Non, je m'arrête, promis. Donc après toutes ces années, il est temps de replonger dans le pilote d'Alerta Malibu et de découvrir ensemble si la série est toujours aussi mauvaise ou si après toutes ces années, la nostalgie nous a frappés. Accroche ta bouée, remonte ton slip de bain rouge et prépare-toi. On repart là où les vagues sont molles, les ralentis bien trop nombreux et les intrigues facultatives. Bienvenue à Malibu. L'épisode s'ouvre sur le générique mythique d'Alerta Malibu. Jusque-là, rien de bien surprenant. Je parle bien du générique le plus connu, la série ayant eu droit à un autre générique. Mais en France, celui qu'on connaît toutes et tous, c'est celui que tu peux identifier au bout de 2 secondes, juste avec ses coups de percussion tonitruants cultes. La musique est signée Jimmy Jamison, ancien chanteur du groupe Survivor. Le titre s'intitule I'm Always Here, même si dans ton cœur, tu continues à l'appeler I'll Be Ready. Mais c'est quoi cet accent débile? Ce qu'on entend le plus distinctement, il faut bien le dire, dans la chanson. Et c'est ça aussi que tu beuglais sous la douche avec le pommeau qui faisait office de micro. Ne le nie pas, on est entre nous. Entre nous. Quoi, la ferme? Allez, je te balance le son et puis tu peux aller voir la vidéo du générique sur le site de la crypte, histoire de faire monter un peu la température ambiante de quelques degrés et le taux de nostalgie de 200%. Alors, musique culte pour générique tout aussi culte, avec ces images qui ont marqué à jamais nos rétines et nos esprits de jeunes prépubères. On était alors en manque de sexe et on avait une soif insatiable d'action. On voulait des petites tenues, des corps sculptés, des femmes bien roulées, de la castagne, des hélicos, des explosions, des courses-poursuites, en somme le meilleur des années 90. Cette intro nous donnait une seule envie, rejoindre les héros et héroïnes de cette série. Pourtant, si on fait abstraction de tous ces corps magnifiques et de ces séquences de sauvetage toutes plus folles les unes que les autres, et qu'on regarde ça avec un œil plus, disons, adulte, vieux con, oui, ou de vieux con, on ne va pas se mentir, eh bien tu te dis que cette plage, finalement, c'est l'enfer sur Terre. Déjà, elle est surpeuplée. Il y a plus de monde que dans un supermarché un samedi avant Noël. Ensuite, c'est quoi ces vagues de dingue? Ça a l'air hyper dangereux.
C'est beaucoup trop dangereux. Et il y a des sauveteurs qui cavalent dans tous les sens, des hélicos partout et... Ah, un cul. Et des sauveteurs qui ont l'air d'avoir beaucoup trop de travail, ça craint du boudin cette plage. Et... Ah, un bikini. Et puis j'en suis sûr qu'il y a des requins. Ah, un petit cul qui court au ralenti. Et puis un autre. Et... il y a pas mal de maillots de bain rouges bien moulés quand même. Finalement, cette plage a l'air plutôt sympa. C'est incroyable. C'est exactement comme dans mes rêves. Ils sont forts quand même. En moins de 2 minutes, ils arrivent à te retourner le cerveau. L'auditoire est conquis. Tu passes de « jamais je mets un orteil dans ce piège à touristes infernal » à « où est-ce qu'on réserve un transat et une crème solaire Indice 8 appliquée par la charmante jeune fille au maillot de bain rouge là-bas ?» C'est là toute la puissance de ce générique. Ce n'est pas du grand art, mais c'est ultra efficace. Alors certes, il ne rivalisera jamais avec des génériques cultes signés HBO. Je pense évidemment à La Caravane de l'étrange, Game of Thrones, Deadwood ou encore Rome. Mais le générique d'Alerte à Malibu, il te colle à l'écran. Et ça, c'est déjà une belle performance. Bravo les gars, beau travail. Alors, après 2 minutes de générique saturé en testostérone, en muscles huilés et en paires de fesses, l'épisode commence réellement. On a droit à un joli plan de l'océan avec les vagues qui s'échouent paisiblement sur le rivage. C'est calme, c'est presque poétique. C'est une série B qui essaye de faire de l'art. Mais alors qu'on se laisse porter par cette douce ambiance maritime, un grincement strident surgit. Un bruit métallique, aigu, limite désagréable. Ouais, qu'est-ce qui fait ce bruit? On pense immédiatement à une porte rouillée qu'on ouvrirait dans une vieille maison hantée. Ou peut-être à un hurlement lointain d'une grand-mère à qui on a volé la télécommande et qui ne peut pas regarder Affaire conclue. Sauf que non, ce n'est ni une porte et encore moins une mamie. Mais une mouette. Quoi? Une putain de mouette si j'ose dire. Franchement, je pense qu'il y a un problème de bruitage. Soit ils n'ont pas trouvé le bon fichier avec le son d'une mouette, soit le monteur son n'a jamais entendu une mouette de sa vie. C'est à 1 minute et 58 secondes, je te mets le son mais je te propose plutôt d'aller le voir directement sur le site de la crypte et pourquoi pas suivre l'épisode en même temps que je te le raconte. Bon, t'en penses quoi? On est bien d'accord, il s'agit pas d'une mouette. Ou alors ce pauvre animal a des problèmes de santé, ou elle a vu la nouvelle saison d'Escort Boys, ce qui l'a fait souffrir énormément tellement c'est de la merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Oui, c'est gratuit et en plus ça me fait plaisir. Bon, cette histoire de mouette, ce n'est qu'un détail, me diras-tu. Certes, mais un détail qui te met immédiatement dans l'ambiance. Une ambiance où rien n'est tout à fait maîtrisé, où tout a un léger goût de faux. Bref, on est ici dans le pilote quasi pas parfait d'Alerte à Malibu. Et c'est parti. La première scène nous permet de retrouver enfin notre héros, Mitch Buchanan, l'homme, le mythe, le torse. Surprise car il n'est pas encore en train de courir au ralenti. Non, il fait du kayak de mer en famille, avec celle qui semble être sa femme et son fils. C'est mignon, il y a du soleil, des sourires et des pagaies. On sent la connivence, l'amour et l'harmonie. C'est presque une pub pour l'Américorée. L'ami du petit déjeuner. Ça fait vraiment chaud au cœur. Non. Non, attends. La série ose nous balancer un gros plan sur la doublure de David Hasselhoff. Le plan est clairement scandaleux. Tu vois très bien que ce n'est pas notre David. Le mec a peut-être le même brushing, mais on dirait un figurant de Derrick déguisé en lifeguard. Le plan dure à peine 1 seconde, mais il est là, implacable, comme une gifle en pleine face. Donc, au bout de seulement 2 minutes et 19 secondes, les producteurs ont décidé qu'ils n'en avaient déjà plus rien à branler. Mais ils se foutent de nous, quoi! La preuve en image, va sur le site de la crypte, c'est hallucinant. Franchement, David, que s'est-il passé? Tu étais l'idole de toute une génération. Tu avais toute mon estime jusqu'à présent. Tu restais l'idole de mon enfance, auprès de Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger. Que tu aies eu quelques errances dans la chanson ou des déboires avec l'alcool, ça passait encore. Mais te faire doubler pour descendre d'un kayak en bord de plage, tu ne te foutrais pas un peu de ma gueule? Vous vous foutez de moi, là? Heureusement, la série enchaîne très vite avec le moment gênant du jour, une séquence de lien entre un père et son fils. Obi, le fils, demande des conseils à son papounet car il aimerait bien étaler de la crème solaire sur le dos d'une copine. Au passage, ils auraient pu faire un effort sur le doublage. Il a plus une voix d'un enfant en CE2 que d'un jeune ado. Quoi qu'il en soit, le conseil de Papa Mitch est simple et efficace. Si elle recommence, je réponds quoi?
Écoute, tu as 13 ans et demi, Obi. Oui, alors? Lance-toi, tu réfléchis trop. Oui, très bien, lance-toi. C'est exactement ce que Jeffrey Dahmer a dû entendre vers ses 8 ans. Merci Papa Mitch, toujours les bons conseils. Je te remercie beaucoup pour tous tes excellents conseils, je ne les oublierai jamais. Le petit Obi ne s'arrête pas là avec ses questions, car il se demande s'il peut lui faire le devant également. Mais quel coquin ce petit Obi! Heureusement, Mitch réfrène les ardeurs de son fils en lui conseillant de la laisser gérer toute seule les endroits qu'elle peut atteindre elle-même. Traduction, mate, mais ne touche pas. Voilà, tout est dit, on est à peine au début de l'épisode et déjà on a une fausse mouette en plastique, une doublure cramée, un ado en pleine montée hormonale et la parentalité avec les bons conseils de Daron Mitch. Et ce n'est que le début. On poursuit, changement de décor, exit la famille parfaite, place aux jeunes recrues pleines d'hormones, enfin, surtout chez une. On fait donc connaissance avec Eddie et Shawnee, les deux petits nouveaux de la brigade des maillots rouges. Bon, on est clairement dans les années 80. Crop top moulant, mini short rouge, planche de skate pour un Eddie sponsorisé par Malibu Magazine, et brushing californien, brassière ultra resserrée, et sourire en coin pour une Shawnee qui a la culotte qui chauffe. Je l'ai monté toute la nuit. Chaude comme une cabane à frites. Ah, classe. Non, il n'y a pas à dire, classe. En effet, pas besoin de dialogue profond. La mise en scène fait tout. Regard appuyé, lèvres mordillées et caméra très curieuse du popotin d'Eddie. La tension sexuelle est clairement palpable. Ça y est, le love interest de la saison est lancé. Niveau subtilité scénaristique, on repassera. Ils sont tous les deux beaux et ils se retrouvent assignés au même endroit. Bref, la chaleur monte, la marée aussi, et cette plage, mais pas qu'elle, devient dangereusement humide. Alors là, la grande classe, hein. Nouvelle scène, nouvelle intrigue qui parsèmera tout ce premier épisode. Une jeune femme assise sur la plage, air perdu, regard flou, bref, le genre de profil qui annonce un bon petit drame, mais on aura l'occasion d'y revenir sous peu. Et cette jeune fille est incarnée par l'excellente et ravissante Machen Amick. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Oui, la future bombe de Twin Peaks. Heureusement pour elle, ce n'est qu'un caméo express avant de filer tourner avec David Lynch. Honnêtement, bon choix Machen. T'as bien fait de prendre la tangente avant de finir coincé 10 saisons à mater les abdos d'Asseloff et de ses acolytes en short rouge. Donc changement de décor, direction le QG des sauveteurs. On y retrouve Craig, l'avocat maître nageur. Bon, pourquoi pas, il paraît que c'est un genre, la cravate et le maillot de bain. On aura l'occasion de revenir sur son personnage plus tard, il aura de l'importance. Car le vrai centre d'intérêt ici, c'est Mitch, qui nous offre son moment émotion de l'épisode. On apprend que la blonde du kayak n'est pas sa femme, mais juste une collègue ou copine. Bon, traduction, plan cul du moment. Mais chut, pour le petit Obi, on dira simplement qu'il l'aide à étaler de la crème solaire sur le derrière. La série donne ici un peu de profondeur au personnage. Un divorce, une garde d'enfants alternée, une relation qui semble compliquée avec l'ex, en résumé, le quotidien de beaucoup de gens malheureusement. Mais ici, le tout est parsemé de bikinis, donc c'est de suite beaucoup plus sympa. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Nouvelle scène, nouveau mystère. Craig est coincé avec son 4x4 de fonction sous la jetée. On ne sait pas du tout ce qu'il fout là, ni pourquoi le gars, censé connaître les marées, s'est dit que c'était une bonne idée d'y garer un véhicule. Craig, entre nous, si tu es aussi bon avocat que secouriste, je plains tes clients. Mais finalement tout s'éclaire, il fallait un sauvetage, et donc il fallait une situation conne pour l'amorcer. Et comme par magie, Machen Amick, aka Laurie dans l'épisode, elle passait par là avec ses pensées suicidaires et elle décide de faire un plongeon pile au-dessus de Craig. Oh, comme c'est bizarre! On aura donc attendu 13 minutes et 6 secondes pour voir le premier sauvetage. Un peu long pour une série centrée sur ça, non? Et en plus de tout ça, Craig se blesse contre une moule. Pas Laurie, hein? Une vraie moule. Je vous observe de près depuis le début, et j'attendais le moment où vous alliez déraper. C'était limite par moment, mais finalement, il ne vous aura pas fallu longtemps pour tomber dans le graveleux. Seigneur, aidez ce pauvre pêcheur frappé de plein fouet par la luxure. Ah, je ne t'avais pas vu venir, Marie-Constance. Tu te la joues en mode furtive maintenant. J'avoue, ce n'était pas très fin et d'ailleurs peut-être pas très bien amené. Mais que veux-tu? On ne change pas une équipe qui gagne. C'est dans ma nature, ne m'en veux pas. Allez, revenons à notre Laurie. Ranimée sur la plage par un bouche à bouche, elle tombe illico sous le charme de son sauveur. À présent, direction les bureaux des sauveteurs. Après un combat de coq entre Craig et Mitch, ce premier rend visite à notre rescapée. Elle s'appelle donc Laurie comme on l'a vu plus tôt. Elle a un regard un peu flippant et on devine vite qu'elle n'a pas juste besoin d'un Doliprane. Pendant ce temps,
Mitch devient officiellement lieutenant. Félicitations mec, ça mérite bien un petit speech. Et c'est tout, pas le temps de sabrer le champomis car il doit gérer sa première embrouille dans sa nouvelle fonction. Shawnee a décidé que l'uniforme réglementaire c'était trop has-been. Elle déboule donc avec un maillot de bain digne d'un clip de Sabrina dans les années 80. Et là aussi, je t'invite à aller voir sur le site de la crypto-série, tu auras la photo et tu pourras apprécier le fameux maillot de bain. Ça, c'est de toute beauté. Et entre nous, je ne suis pas certain que ça tienne dans une vague un peu musclée ce machin. Il y a un sacré risque de finir les boobs à l'air dans l'histoire. Non pas que ça me déplaise, mais un peu de tenue mademoiselle, tu es là pour bosser. Un peu de tenue. Pendant ce temps, Laurie n'a pas perdu son objectif de vue. Profitant d'un moment de solitude, elle farfouille dans les affaires de Craig et lui pique une clé. Mystère et trahison à peine 15 minutes après son sauvetage. Ah, cette jeunesse alors. On arrive au milieu de l'épisode, et la série décide de nous en mettre plein les mirettes, en mode best-of de la playa, avec des plans aériens, des plans larges montrant la foule sur la plage, nos sauveteurs qui débutent leur journée, un hélicoptère, tout y passe. Nous sommes dans les années 80 et 90, et il est inconcevable de ne pas avoir un hélicoptère. Rien qu'avec cet engin, la série prend quelques points d'expérience. Et j'en suis sûr d'ailleurs que la présence de cet hélicoptère ravirait notre ami de la chaîne YouTube Revue. Bon, et avec tout ça, on enchaîne aussi les plans des vacanciers sur la plage, des sauveteurs en action, des bateaux... Tiens, un cul. Ah voilà, ça oui, ça c'est super. Car oui, soyons honnêtes, la série savait toujours te récompenser à un moment ou un autre. Il faut dire qu'après 23 minutes de pas grand-chose, il faut bien faire rester notre mâle alpha en manque de chair fraîche. Et puis, allons-y gaiement tant qu'on y est. La série nous montre certes le quotidien d'une plage, mais on a bien cerné son rythme. En solfège rythmique, on sait parfaitement où se poserait l'accent sur son rythme ternaire. Un plan large de la plage, un secouriste, un cul. Un hélicoptère, un plagiste quelconque, un bikini. Un bateau, la tour des sauveteurs, une bonasse. On commence à bien comprendre où Alerte à Malibu pose son regard et ses caméras. Bon, retour au QG. Mitch enchaîne les joyeusetés managériales. Le capitaine Thorpe débarque pour faire du contrôle qualité de terrain, suivi d'une Jill grognon qui digère mal l'arrivée de Shawnee dans l'équipe. Mitch tente la carte du chef bienveillant. Shawnee est une bonne nageuse, mais elle a encore tout à apprendre pour faire du sauvetage. Essaie de la former. Sois gentil. Prends-la sous ton aile. Jill, elle en a rien à carrer. Elle fait la moue, on sent que ça ne va pas coller pour elle. Et là, surprise, un type entre par la fenêtre. Normal. Ce n'est ni un voleur, ni un rôdeur, c'est Trevor, l'Australien, une sorte de crocodile Dundee du pauvre, avec le melon d'un vendeur de voitures et un mini-short vert qu'il a dû piquer à un gamin de 8 ans. Que fais-tu là, habillé de cette façon ridicule, par Belenos? Et le mec, sur sa carte de visite, il a écrit « chasseur de requins et tombeur de pucelles ». Trevor Cole, le chasseur de requins et tombeur de pucelles. D'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une énorme envie de le voir se faire gober par un requin blanc. Malheureusement pour nous, il est là pour durer. Jill, quant à elle, ne résiste pas à l'appel du short vert et oublie instantanément Shawnee pour se rincer l'œil sur ce petit fessier ultra moulé. Il est beau comme un lion, celui-là. Un derrière comme le sien, je pourrais le regarder toute la journée. Trevor, lui, il poursuit son numéro et déroule son discours de mec qui se la pète. On a même droit à un. Je suis, disons, plutôt du genre de ceux qui taquinent la plage, qui mettent les petites nageuses à l'aise. Oui, ou inversement, espèce de gros con. C'est un sale con! Retour à la plage. Laurie cherche Craig, son sauveur, son crush, son obsession. Elle scanne la foule, les yeux en alerte. Et bim, elle le trouve. Bizarre parce que pour ma part, je ne le vois pas. Ah! Si, oh putain. Pareil, va sur le site de la crypte, tu verras, je t'ai fait une belle capture de ce moment. Et je vais te l'expliquer. Donc en fait, il est derrière un gamin quelconque, qui est d'ailleurs un peu flouté, et surtout derrière cette femme avec une énorme paire de lunettes de soleil qu'elle a offerte à son mari, bien sûr. Mais sérieusement, c'est quoi ce plan? Pourquoi ce plan? On a donc Craig, qui est flou, derrière un gosse random, qui est flou lui aussi, et surtout, il y a le focus de la caméra sur les deux énormes airbags de la meuf. C'est qui celle-là? Laquelle? Celle qui a les deux obus de 75. Le message est clair ici. Tu veux mater, on a tout prévu pour toi. C'est tellement gratuit. Et pourtant, je comprends, ça devait nous plaire à l'époque quand on était ado. Revenons à Laurie, qui est ravie de retrouver Craig.
jusqu'à ce qu'elle le voie papoter un peu trop gentiment avec une autre femme, une femme qu'il vient de secourir. Et là, la durite a pété. Fini l'adoration, place à la jalousie toxique. Ni une, ni deux, elle suit la pauvre Nana et lui raye sa bagnole. Un bon vieux coup de clé à l'ancienne sur la carrosserie. Ah, la délinquance des années 80, c'était quand même quelque chose. Pendant ce temps, la vie suit son cours sur la plage, avec toutefois une scène qui marque l'opposition de deux mondes. D'un côté, Trevor, le blond peroxydé, planqué derrière des jumelles, tranquille, en train de mater sans gêne une nana qui étale un peu trop sensuellement sa serviette de plage. Oh, c'est pas vrai, papa est un voyeur. On sent qu'elle n'est pas là que pour bronzer, si tu vois ce que je veux dire. Et de l'autre côté, il y a Eddie, le brun ténébreux, au regard de cocker triste, qui lui aide un petit garçon de 6 ans perdu à retrouver sa maman. Eddie, il incarne un peu la douceur, la morale, l'humanité. Bref, tout ce sur quoi Trevor a décidé de chier quand il s'est levé ce matin. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. La série nous annoncerait-elle les prémices d'une querelle entre deux jeunes recrues, la collision de deux mondes, le conflit de deux êtres, le choc des civilisations dans un microcosme de sable chaud, la... Mais ta gueule! Ok, on se calme, j'enchaîne. Et en effet, pas le temps de philosopher, car dans la scène suivante, le drame surgit. Des baigneurs sont en danger au large. Enfin, on y est. Ah! Eh ben c'est pas trop tôt. Il aura donc fallu 33 minutes pour obtenir une scène d'action. C'est un ratio un peu faiblard pour une série censée être centrée sur des sauvetages. Et là c'est parti, tout le monde se met en branle. Et non Jean-Clément, je préfère prévenir ton intervention, personne ne s'astique le poireau. C'est une expression pour dire que les gens s'activent. Donc, tout le monde se met en branle. Le bateau rugit, l'hélico vrombit et les maillots sont de sortie. Et bien entendu, Mitch arrive. Il balance la chemise et les mocassins de peigne-cul et, tel le héros qu'il est, plonge à la rescousse des personnes en danger. Trevor est lui aussi de la partie. Alors que Mitch lui demande d'aller sauver un homme pas très loin de lui, Trevor joue au con et préfère sauver une jeune et jolie fille à l'opposé. Mais quel connard! Dans le même temps, Shawnee n'est plus que l'ombre d'elle-même face au corps inanimé d'une petite fille. Jill est obligée d'intervenir pour sauver la gamine. Heureusement, tout le monde s'en sort. Mais de retour sur la plage, l'heure des comptes a sonné. Mitch, torse bombé, mouillé et sévère, rentre dans le lard de Trevor, qui n'a visiblement rien à foutre des protocoles, des consignes ou même de la vie des gens. Pas mal pour un mec censé être sauveteur. Bon, entre nous, il pense avec sa bite, et c'est déjà un gros effort pour lui. Mais entre nous, mon petit blondin, tu fais une énorme erreur. Est-ce que tu sais à qui tu parles? À Mitch Buchanan, à David fucking Hasselhoff, à l'homme qui a sauvé plus de gens avec sa toison d'or qu'avec un défibrillateur. Alors maintenant, tu baisses les yeux, tu ranges ton ego dans ton slip de bain Décathlon et tu vas laver le Zodiac. Un peu de respect, chien! Retour en douceur du côté de Obi, notre ado aux hormones en ébullition, qui continue son militantisme pour imposer le badigeonnage de crème solaire par ses soins sur tous les devants et accessoirement les derrières des meufs de la plage. Une bataille qu'il est clairement en train de perdre, c'est regrettable. En effet, l'occasion se présente à nouveau, crémer le dos de sa dulcinée. Le rêve de tout adolescent, époque bénie d'une vie où toute interaction tactile de ce genre vers le sexe opposé pouvait envoyer dans la stratosphère. Là, je suis dur partout. Je suis dur partout, là. Mais non, Obi s'effondre lamentablement si proche du but, incapable de dégrafer le haut du maillot et du sable plein les mains. Et là, pour enfoncer le clou, débarque le rival ultime, Brian. Oui, il s'appelle Brian, et il est interprété par Brian Austin Green de Beverly Hills. Pauvre Obi. Vraiment, on est désolé pour lui. Enfin, jusqu'à ce qu'on se rappelle que ce personnage devient vite insupportable au fil des épisodes. Ce gamin est insupportable! L'ado dans toute sa splendeur en fait, mais à cet instant précis, difficile de ne pas se retrouver dans son personnage. Parce que Obi, c'est un peu nous tous à 13 ans. L'ado un peu gauche qui veut juste plaire, qui rame, qui s'emballe et qui échoue. Et pendant ce temps, le beau gosse du bahut débarque, t'envoie un sourire et te vole la meuf. Le même jour, tu perds ta dignité, l'amour de tes rêves et ton après-midi. On a tous eu ce Brian local, non? Celui qui avait déjà des poils sous les bras, des abdos et un 103. Bon, un scooter pour les plus jeunes d'entre nous. D'ailleurs, si tu es un Brian et que tu écoutes ce podcast, sache que tu n'es pas le bienvenu ici. Et maintenant, cache-toi! Car ici, c'est la team Obi, la team des losers, des mecs qui se prennent des râteaux mais gardent la tête haute. Ou presque.
Changement d'ambiance. Mitch veut se prouver à lui-même que lui aussi il a des muscles en escaladant comme l'autre abruti de Trevor pour accéder à son bureau. Ou alors il veut tout simplement se prouver qu'il est aussi con que lui. Et là, ça tombe mal, parce que son ex tombe sur lui en plein dans son trip bof qui a besoin de rassurer son taux de testostérone. Ensemble, ils partent à la recherche de hobbies, l'occasion rêvée de causer éducation, responsabilité parentale et surtout de faire voler quelques pics bien sentis dans l'habitacle de la voiture. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu pour Mitch. Madame exige la garde exclusive de Hobie, laissant à Mitch quelques miettes, en l'occurrence, la possibilité de voir son fils un week-end sur 2. Et voilà notre Mitch abattu, regard humide, qui observe sa petite famille s'éloigner sur fond de musique au piano poignante. Le moment tragique de l'épisode, censé nous faire pleurer. Et franchement, ça marche presque. J'ai bien dit presque. Mais bon, t'avais qu'à pas grimper comme un gogol en slip sur ta tour de sauvetage aussi. Abruti, crétin, cocu, andouille! On termine ce grand moment de télévision sur une note romantique, ou plutôt louche. Craig retrouve Laurie, seule dans sa tour de garde, ambiance feutrée, petite robe de soie, bouteille de vin et 2 verres posés sur la table. Pas de doute, ça sent le plan bien crado ou le dîner empoisonné. Et c'est ainsi que l'épisode se termine. Mais quel finale, quel suspense, que nous réserve la suite? Je suis littéralement pendu aux lèvres des scénaristes. Laurie est-elle en réalité une femme de 42 ans coincée dans un corps de lycéenne? A-t-elle préparé ce dîner romantique pour Craig et son épouse? Quelle sympathique jeune fille! Ou bien va-t-elle lui planter un couteau dans la gorge, lui enfoncer un tuyau d'arrosage dans la trachée, le vider de son sang comme un vulgaire poulet, avant de lui coller la bouteille de rosée dans le rectum pour ensuite exposer ses intestins en fanion au sommet de la tour de garde? Laurie collectionne-t-elle les Polly Pocket licornes? Bref, j'ai tellement envie de connaître la suite qu'il m'est impossible de te laisser avec toutes ces interrogations. Mon esprit est prêt, mes chakras sont ouverts, mon slip de bain est bien remonté, alors soyons fous. Plongeons tout de suite dans la deuxième partie de ce double épisode d'Alerte à Malibu. Youpi! L'épisode débute sur le générique. J'ai comme une impression de déjà-vu. Ok, c'est bon, j'abrège. On reprend donc là où on s'était arrêté. Et sans surprise, Laurie est officiellement à classer dans la catégorie psychopathe mignonne mais complètement flippante. Elle fait une fixette sur Craig, et le pauvre gars ne va pas s'en sortir juste en changeant de tour de garde. On sent bien que la demoiselle ne va pas lâcher l'affaire tant qu'elle n'aura pas piqué un bout de son slip avec quelques poils pubiens pour le mettre sous cadre au-dessus de son lit. On est tombé sur une barrée de la tête, sur une cramée! Et là, sans prévenir, changement de décor. On est sous les douches avec Jill et Shawnee. Sous les douches collectives. Pourquoi pas après tout? Il en faut pour tous les goûts. Ah, enfin un peu d'action avec une bonne scène de lesbienne. Parce que pour l'instant on se fait chier, on voit rien en plus. Et elle est où Pamela Anderson avec ses 2 gros... Hop hop hop, on se calme gros porc de consanguin. On n'est pas dans un film érotique de fin de soirée sur M6 ici. Ça reste une série familiale, certes, avec de quoi faire fantasmer les papas et les mamans des années 90, tout en faisant rêver les ados de l'époque, mais c'est tout. Par conséquent, ça reste du divertissement grand public. Donc calme tes ardeurs et va te soulager plus loin avec ta cousine qui n'attend que ça derrière le barbecue. Quant à Pamela Anderson, elle intègre le casting d'Alerte à Malibu qu'à partir de la saison 3. Revenons donc à la scène de la douche. Jill tente de rassurer Shawnee, toujours traumatisée par son échec lors de la mission de sauvetage du premier épisode. Alors bien sûr que cette scène aurait pu se passer derrière un bureau, dans une voiture ou n'importe où ailleurs que dans une douche. Mais que veux-tu? Tous les moyens sont bons pour faire rester le téléspectateur coquin. Bon, en parlant de management bienveillant, Mitch endosse pleinement son rôle de lieutenant. Direction la maison de Hal, l'aîné des sauveteurs. On comprend vite que ce personnage ne restera pas longtemps dans la série, mais malgré sa faible durée de vie à l'écran, il gagne mon respect en une seule phrase, lorsqu'il dit qu'il faut bichonner la grande dame bleue. Et là, bim, petite claque, inattendue. Parce que oui, déjà en 1989, certains se souciaient de l'état des océans. Alors évidemment, Alerte à Malibu, c'est plus connu pour ses poitrines rebondissantes que pour son engagement écolo. Mais une phrase comme ça, balancée entre 2 plans fesses, ça résonne presque comme un manifeste. Drôlement beau ce qu'il dit. Et ce sujet tombe à pic avec la conférence des Nations Unies sur l'océan qui vient justement de s'achever en juin 2025. Coïncidence? Je ne crois pas.
Peut-être que cet épisode aurait eu sa place durant cet événement avec Hal en égérie. Bon, revenons à Mitch qui tente de sauver le poste de son ami et certainement Mentor. Ce ne sera pas chose facile avec le capitaine Torp sur le dos, ils le savent bien tous les deux. Scène suivante, c'est la teuf. Une fête est organisée en l'honneur de Mitch pour fêter sa promotion. Et là, attention aux yeux, on bascule dans une carte postale des années 80. Au menu, des bikinis fluo, des brassières de sport, des bandanas, du saxophone, de la boîte à rythme, des tenues colorées, etc., etc. Tout le monde s'amuse, tout le monde est beau, tout le monde sent le monoeil, mais évidemment, tu te doutes bien que tout ça va partir en sucette. Il y avait une couille dans le potage. Et ça ne rate pas avec l'arrivée de Laurie, bien décidée à pimenter la fête. Elle fonce droit vers Gina, la femme de Craig, et lui balance tranquillement qu'elle a eu une aventure avec son mari. Craig se retrouve comme un con devant tous les invités à bredouiller que non, il ne s'est pas tapé la gamine. La soirée prend donc une tournure légèrement plus tendue que prévu. Mais au lieu de virer Laurie à coups de tongs, Craig et Gina décident de faire preuve d'humanité. Ils sentent bien que la fille ne tourne pas rond. Et effectivement, Laurie lâche une bombe. Elle laisse entendre qu'elle est victime d'abus sexuels de la part de son père. Ok, donc Alerte à Malibu prend cette direction. Après 50 minutes de pectoraux huilés et de ralentis dans les vagues, la série aborde frontalement un sujet aussi brutal, sans prévenir. Mais un peu de vaseline, bordel. On change ici complètement de tonalité, même si entre nous, on voit bien que Laurie va nous la jouer à l'envers. En attendant, on voit que derrière son côté kitsch un peu nul, la série fait une tentative, certainement maladroite, de raconter autre chose que des sauvetages en slip rouge. Le lendemain matin, Craig laisse Laurie et Gina seuls à la maison. Il part chez les parents de cette première pour clarifier la situation d'abus. Et là, surprise, Laurie n'est pas seulement un peu paumée, elle est menteuse et sort carrément de l'hôpital psy. Et ce n'est pas sa première embrouille. Elle t'a bien roulé dans la farine, mon pauvre Craig. Il est temps que tu te remues la rondelle et que tu cours vite sauver ta femme qui se retrouve aux prises de la déglinguer. Allez, bouge-toi le cul! Laurie, elle a déjà dégainé son plan de super vilain, faire croire que Gina veut se suicider. Elle l'amène donc là où Craig et elle se sont rencontrés, sous le ponton. Ambiance glauque au rendez-vous. On se croirait un peu dans un épisode crossover entre Alerte à Malibu et Esprit criminel. Bon, je t'épargne les 10 minutes qui suivent où il ne se passe strictement rien. Craig part les retrouver, Laurie met en place son plan, elle court après Gina, Gina flippe sa mère, Laurie la poursuit, Craig arrive et Craig sauve sa femme. Bref, on se doutait de l'issue, ce n'est pas bien trépidant, et je me dis qu'il faudrait que j'aille tondre ma pelouse alors qu'il fait plus de 35 degrés dehors. C'est pour dire comme je me fais chier quand même. T'assures que cette bande d'abrutis est pénible à voir et que je m'emmerde. Bon, changement d'ambiance. On retrouve Obi et Hal partis se détendre pour une petite session pêche. Mais pas de bol, ils partagent le bateau avec le cuisinier le plus incompétent de toute l'histoire de la marine. Le gars ne sert pas comme il faut la bouteille de gaz, gratte une allumette par-dessus et... explosion. Bravo chef, ça c'est du bon boulot. Bien joué. Mais au moins ça y est, on y est. La scène de sauvetage de l'épisode, avec au programme une explosion donc, un hélicoptère, des plongeurs, un Mitch au sommet de sa forme, une équipe soudée, un massage cardiaque, du suspense et un Hal qui nous quitte. Bon, l'avantage c'est que Mitch n'aura pas à le virer. C'est toujours du temps de gagner. C'est ignoble! C'est ignoble! Ouais, j'avoue, je suis un peu ignoble. Mais au moins, on a droit à un hommage vibrant rendu à Hal par Mitch. Et ça, c'est mignon. L'épisode se conclut sur la vie qui reprend son cours sur la plage de Malibu, avec ses bikinis, ses ralentis, son coucher de soleil et ses sauveteurs au corps magnifique. Alors, est-ce que ça valait le coup de revoir le pilote d'Alerte à Malibu ? En toute honnêteté, revoir ce premier épisode n'a pas été la purge à laquelle je m'étais préparé. Je me suis même un peu marré. Tu l'as sans doute senti au fil de mes élucubrations, la série n'a jamais prétendu décrocher une palme d'or à Cannes. Elle offre son panel très large de clichés et de personnages stéréotypés. Mais elle ne lésine pas sur ce qu'on attend d'une série d'action dont la trame se déroule en bord d'océan et met en avant la vie de sauveteurs. On a droit à notre lot d'action en pleine mer, des hélicoptères, une explosion, etc., etc. Alors oui, c'est peut-être un peu timide, je m'en suis plaint d'ailleurs pendant l'épisode, mais disons qu'on sent qu'ils ont voulu faire plaisir sans trop se mouiller, ce qui est un comble pour une série aquatique.
En réalité, Alerte à Malibu joue sur plusieurs tableaux. Elle est à la fois une série d'action, un drame familial et en quelque sorte un soap. Donc si tu veux uniquement de l'action avec de la testostérone et des bimbos sans subtilité, ce pilote ne répondra pas intégralement à tes attentes. Cependant, rassure-toi car dans mes souvenirs, la suite de la série mettra plus les pieds dedans de manière peut-être pas trop finaude. En attendant, si tu veux voir quelque chose de fin, Alerte à Malibu ne répondra pas du tout à tes attentes. Alors en résumé, voici les aspects positifs de cet épisode. C'est d'abord un petit plaisir coupable de retrouver certains personnages que je n'avais pas vus depuis plus de 30 ans. Je pense aussi à la silhouette des actrices. On ne va pas se mentir, c'est toujours agréable d'être en charmante compagnie. Et il y a ce qu'il faut aussi du côté du sexe opposé. Et enfin, je pense à la présence de Machen Amick. Je ne me rappelais pas du tout qu'elle jouait dans la série au début, mais c'est toujours un plaisir de retrouver cette actrice que j'avais adorée dans Twin Peaks. Et d'ailleurs, je te conseille de regarder Twin Peaks. Et puis pour les autres points positifs, eh bien c'est tout. J'en ai cherché d'autres, j'ai même fouillé sous ma planche de surf, mais t'en as pas. C'est peut-être pour ça, mais non, vraiment, je sèche. Allons du côté des aspects négatifs. Le scénario il manque clairement de profondeur. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on attend d'un tel programme, mais un petit effort pour élever le niveau n'aurait pas été du luxe. Ensuite, où est Pamela Anderson, a.k.a. C.J. Parker ? Je ne me souvenais pas que la comédienne n'était pas présente au début de la série. Pour mon côté bof refoulé, c'est quand même une grosse déception. Ensuite, il y a les scènes musicales interminables pour montrer la plage, le travail des sauveteurs et surtout le défilé bikini de l'été 89. Franchement, quel est le con qui s'est dit « Tiens, on va foutre un montage en chanson de 5 minutes sur des mecs qui courent sur la plage ». C'est juste chiant en fait. On se fait chier. Et puis un petit dernier point négatif, Obi, il est l'archétype de l'ado énervant. Et ce, dès le début de la série. Et cerise sur le gâteau, sa voix française est insupportable. On a l'impression qu'il a 8 ans quand il s'exprime. Ça n'arrange pas le côté débile que dégage le gamin. Qui c'est ce débile ? Alors pour conclure, j'ai passé un meilleur moment à revoir Alerte à Malibu que devant Manimal ou Le Rebelle. Attends, ces deux dernières, on est d'accord, elles étaient à chier. Mais j'ai quand même failli oublier Le Miel et les Abeilles, qui était l'horreur absolue. Donc, non, Alerte à Malibu n'est pas une bonne série. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que je l'avais intégrée dans mon abécédaire des séries de merde. Mais elle est moins douloureuse que certaines. Il faut dire que Alerte à Malibu a marqué son époque. Elle a fait fantasmer la moitié des années 90. Elle a lancé des carrières et elle a lancé des débats sur la chirurgie mammaire. C'est très intéressant. Est-ce que pour autant je te conseille de la revoir ? Non, ça ne vaut pas le coup. Je l'ai fait pour toi et tu peux m'en remercier dans les commentaires. Est-ce que je vais poursuivre la série ? Bien sûr que non. Et est-ce que je vais regarder l'épisode dans lequel Pamela fait sa première apparition ? Non. Mon côté pervers n'est pas aussi notable. Et si un jour, je dis bien si un jour l'envie m'en prend, je me flagellerai les couilles avec un air de bœuf. Vous êtes un malade, vous, hein ? Vous êtes un grand malade, hein ? Cet épisode entièrement dédié au pilote d'Alerte à Malibu s'achève ici. J'espère que ça t'a plu et que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Cet épisode marque aussi la fin de cette saison du Son de la Crypte. Saison qui a notamment été marquée par ce nouveau format avec la découverte de pilotes de séries cultes ou non. Au vu du nombre d'écoutes, j'ai cru comprendre que ce format te plaisait. Donc je pense qu'il y a des chances que je revienne avec celui-ci à la rentrée prochaine. En attendant, viens me faire part de ton amour ou de ta haine pour Alerte à Malibu dans la partie commentaires sur le site de la Crypto-série ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Thread ou TikTok. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube La Crypto-série. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie, passe un bel été, méfie-toi des maillots de bain rouges et bisous.